Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Tech Café, un épisode au format supplément, c'est le numéro 436 qu'on enregistre le 21 octobre 2025. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode destiné aux experts, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Et oui, bah écoute, bon, ça va très bien, enfin plus ou moins, mais Bon. salut les experts. Salut les experts et les expertes qui restez avec nous. Si vous vouliez les incontournables de la tech, vous avez l'épisode hebdomadaire qui est l'épisode 435 qui est disponible dans le flux du podcast au moment où on se parle. Et puis évidemment, une fois que vous l'aurez écouté, vous pourrez là aussi revenir écouter cet épisode où on va vous parler de sujets qui vont un peu plus loin, notamment les modèles de la semaine. Vous le savez, c'est la tradition maintenant d'aller explorer les différentes publications qui sortent semaine après semaine. On a l'impression que le temps s'accélère. Ça pourrait habituellement mettre des mois pour que chaque itération arrive, mais là non, c'est semaine après semaine et même de jour en jour. Et puis on a une rubrique que Guillaume a savamment intitulée Safety First. Ça me laisse songeur. Guillaume, sans autre forme de procès, on commence avec justement les modèles de la semaine. Bah oui, on commence notre traditionnelle revue des modèles avec Flash VSR, donc qui est un upscaler vidéo quasi temps réel. Il est chinois, il repose sur une base de WAN 2.1 et qui est modifié pour être rapide, et ça passe à 17 images par seconde sur une A100 pour un upscaling qui est, ma foi, assez spectaculaire, puisqu'on peut passer d'une vidéo qui est même pas du SD voilà, je parle là, c'est du 576 par 384 en une version quasi 4K, 1536 par 2304. Donc, on est sur un modèle de 2 milliards de paramètres pour le plus rapide. C'est un générateur vidéo spécialisé, finalement, qui semble en tout cas assez efficace sur les démos. Et le code est open source et apparemment d'ores et déjà utilisable dans Comfy.ui. Donc, vous pouvez télécharger et utiliser ça sur vos propres vidéos. Donc, ça peut restaurer, par exemple, des vieilles vidéos en résolution un peu pourrie. Ça pourra aussi avoir un impact sur le streaming un jour, parce que ce genre de truc, finalement, c'est une sorte de DLSS pour les vidéos, quoi, de DLSS pour les films, quelque part. Et donc, comme on a pour le DLSS, pour les jeux vidéo, pourquoi calculer tous les pixels si on peut avoir une image aussi bonne, voire meilleure en calculant le quart ? Ben, on a un petit peu la même problématique. Alors là, évidemment, même s'il est relativement rapide, ça reste un modèle qui est assez lourd, pour du matériel grand public, ça s'entend. Il n'est pas encore optimisé pour ce matériel aussi, pour exécuter ce genre de truc. Mais on pourrait se demander un jour, pourquoi pas, pourquoi Netflix enverrait tous les pixels d'une vidéo alors qu'on peut upscaler sur place, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis quand on parle de générateur Flash, aussi rapide, donc, il y a aussi Flash World, qui est de Tencent cette fois, et alors c'est Tencent qui finance avec l'université chinoise, et donc lui, la manière la plus simple de décrire Flash World, c'est que c'est Stable Diffusion en 3D. Donc spécifiquement, ça crée des Gaussian splatting, mais très vite. Des éclats de Gaussian qui créent des sortes de photos en 3D, à partir de textes et d'images. On peut faire ça dans plein de styles différents, dans lesquels, du coup, tu peux, dans une certaine mesure, te balader en 3D, tu peux tourner autour des sujets, etc. Alors, le but de Flash World, c'est d'être à la fois très rapide et très cohérent, et c'est pas le premier générateur de scène 3D dont je parle, vraiment. Mais en gros, il y a deux approches quand tu fais générer la 3D. Soit tu crées des images en 2D qui représentent plusieurs vues de la scène, et là, on a souvent une bonne qualité, mais aussi souvent des coins qui sont pas bien représentés, tout simplement par les projections en 2D, et qui donc, tu as des incohérences en 3D. Soit on génère directement en 3D les éclats de Gaussian, mais là, en général, c'est bon pour la cohérence, parce qu'on fait de la 3D directement, mais c'est pas super joli, parce que ça manque de détails, c'est souvent un peu grossier, quoi. Et Flash World, lui, il veut prendre le meilleur des deux mondes, donc on génère en 3D directement, mais on rajoute une couche d'apprentissage avec un prof qui fait du multivue 2D. Donc l'ébauche de départ en 3D, elle est raffinée avec des détails issus de vues en 2D. Alors évidemment, les démos sont toujours très belles, parce que forcément c'est des démos, mais ça fonctionne avec plein de styles. Vous pouvez faire vraiment des photos 3D, ou va avoir un style cartoon, peinture stylisée, genre Van Gogh, ce genre de truc, ça marche aussi. Et une démo sur Hugging Face, si vous arrivez à trouver un slot libre, vous pouvez essayer vous-même. Il y a toute une appli avec positionnement de la caméra, réglage du champ de vision, etc., etc. Ça fait rêver, ça continue d'avancer à vitesse grand V, décidément. Et puis, ça continue aussi dans l'édition d'images. Alors, est-ce que Photoshop doit se faire du mouron, Guillaume ? Écoute, on l'a dit la dernière fois, Adobe est pas souvent cité. On parle d'IA énormément d'images, d'IA qui font des images et qui éditent des images toutes les semaines quasiment. Et cette semaine, justement, oui, on va citer Adobe, parce que c'est lui qui fait Unifusion, qui est un nouveau modèle multimodal d'édition d'images,
qui est encore un projet de recherche, mais qui nous vient d'Adobe, qui fait son futur Nano Banana. Apparemment, c'est vraiment cette idée-là. Unifusion, c'est une architecture complètement unifiée. Les images et les textes passent par le même modèle, ce qui n'est pas le cas. Hein. Par exemple, pour un Flux Context ou pour un Coin Image Edit, c'est pas la même chose. Hein. Vous encodez le texte et les images avec deux modèles qui sont complètement différents. Vous avez un LLM dans un sens, d'un côté et un VAE de l'autre côté, pour intégrer les images et les références. Alors que Unifusion, c'est comme ChatGPT ou Mistral, hein, il va lire les textes et les images directement, et puis après, il en fait une représentation interne qui va parler à un modèle de diffusion qui s'occupe de générer tout ça. C'est un peu plus simple conceptuellement, après, il faut arriver à entraîner le truc. Hein. Donc, d'après Adobe, la fusion permet d'aller plus loin en termes de compréhension et de cohérence image, texte, édition. Les résultats des démonstrations sont très convaincants, c'est sûr. On peut demander plein de trucs, comme Nano Banana, hein, et des trucs assez subtils, hein, comme changer la couleur d'un mur d'une maison en arrière-plan, ou isoler le romarin, quand il y a plein de plantes à l'écran, comme ça, vous êtes une sorte d'herbier, vous pouvez isoler le romarin, il vous sort le romarin. Vous pouvez préserver l'identité d'un personnage, et faire donc le mettre dans toutes les sauces comme vous voulez. Gardant sa cohérence. Ça marche Tout à fait. Et ça marche en multi-référence aussi, vous pouvez avoir plusieurs images. Alors je mentirais en disant que c'est en terre Nano Banana, en fait, quand vous voyez ça, vous dites oui, c'est un peu pareil, quoi. Mais c'est déjà pas mal quand même, hein, parce que, alors c'est pas a priori une révolution, mais ça veut dire que Adobe a quand même la capacité de faire un truc qui a l'air compétitif avec la star du moment, et ça c'est quand même, ça veut dire qu'il revient dans la course, quoi. Donc c'est quand même assez encourageant. On l'a mentionné dans l'hebdo, hein, mais la retouche photo en langage naturel, ça fait partie des fonctions IA les plus appréciées selon son âge ZenDNet et puis aussi selon plus ou moins mon expérience anecdotique personnelle, parce que c'est vrai qu'on saisit immédiatement l'utilité et le potentiel du truc. Enfin, tu vois, c'est assez naturel, quoi. Hein. Ouais. Et de plus en plus de prestataires vont proposer ça, hein, et même s'en servir pour des usages, disons, originaux, pour ne pas dire complètement lunaires. Puisque le dernier truc en date que j'ai vu passer, c'est qu'il y a un employé du labo de super intelligence de Metap, comme quoi, qui vient de lancer un petit projet très bizarre qui vous propose de générer des photos de vacances pour vous qui n'avez pas les moyens de partir en vacances ou pas le temps de partir. Magnifique. Ça s'appelle Endless Summer et c'est 100% dystopique, hein, parce que c'est aussi dystopique que ça en a l'air, puisque tu peux faire semblant pour tes parents, tes proches ou tes réseaux sociaux de partir en vacances alors que tu fais des heures sup. Vous pouvez faire semblant que votre vie est cool et tu peux découvrir du coup tes propres photos de vacances sur l'appli. Tout ça utilise d'ailleurs Nano Banana, et du coup, c'est pas gratuit, il faut payer l'API Nano Banana. Et donc, partir en vacances dans ta tête, ça coûte aussi de l'argent, mais quand même beaucoup moins. Ça coûte $4 les 30 images ou 18 les 150. Peut-être qu'on est arrivé à un pic de notre civilisation, je sais pas. Et peut-être que quand même, c'est un truc qu'on peut souligner, c'est que finalement, d'un point de vue impact carbone pour la planète, c'est sans doute, malgré tout, je sais pas, remarque. J'allais dire que c'est plus économique que l'avion, mais... Ah bah oui, quand même, oui. Hein, mais bon, si là... Quand même. Voilà, on a trouvé une justification un peu logique. On continue avec le retour de BitNet, Guillaume, avec une grande promesse, Claude dans sa poche. Oui, un petit peu d'optimisme quand même avec le retour de BitNet qui est jamais vraiment parti, mais qui étonnamment n'a jamais vraiment décollé, alors qu'il promet de faire fonctionner des IA avec 1,5 bits par poids à peu près, parce que le code sur 3 valeurs, hein, plus 1, 0 ou moins 1, on fait tout avec uniquement 3 valeurs. Et ça suffit pour avoir une IA presque aussi bonne qu'avec les 16 bits standards. Hein. Donc du coup, pourquoi s'encombrer de ces 14,5 bits qui servent à rien ? On ne sait pas. En fait, parce qu'en pratique, il y a quand même un souci d'optimisation. Il faut optimiser le modèle et l'entraîner surtout comme ça. Hein. Et à l'inférence, les GPU ne sont pas super adaptés à ce format, en réalité. Il faudrait, dans l'idéal, des puces refaites de zéro, complètement optimisées pour ça. Parce que comme on ne fait plus que des sommes et comme on ne fait plus aucune multiplication, c'est pas optimal d'utiliser les GPU qu'on a en réalité. Hein. Mais bon, en tout cas, BitNet revient, Microsoft revient, puisque c'est une invention de chez eux. BitNet, c'est Microsoft qui a inventé ça. Ils reviennent avec une nouvelle approche, BitNet comme moyen de compression a posteriori pour d'autres modèles. Des modèles qui sont déjà faits. Donc en espérant que ça booste un peu la popularité de la méthode, j'imagine. Donc ils ont mis au point une méthode de distillation, en fait, qui permet de passer n'importe quel modèle, petit ou gros, en 1,5 bits, moyennant quand même une phase d'entraînement supplémentaire, qui est loin d'être gratuite. Mais bon, évidemment, une fois que c'est fait, le modèle est 10 fois moins gros. Donc c'est super cool. Après, en pratique, on le voit bien, les méthodes de compression qui ont le plus de succès, c'est celles qui ne requièrent pas une montagne de calculs et un entraînement supplémentaire, quoi. Si le GGEF est si populaire, comme le XL2 ou le MLX, c'est parce que voilà, même des particuliers peuvent compresser en fait, hein, des trucs. Hein. À l'inverse, on voit bien que le SVD,
qui est beaucoup plus lourd à créer, qui nécessite beaucoup plus de calculs, on a des modèles SVD, mais c'est plus rare. C'est une méthode qui est plus rare, même si elle est très efficace. Du coup, Bitnet est très prometteur, mais il faut aussi que les grosses boîtes se mettent à faire de gros modèles comme ça, et qu'il y ait des gens qui se dévouent pour donner la puissance de calcul pour transformer tel ou tel modèle assez gros en Bitnet. Alors, quand même, pour le futur, c'est quand même vraiment très, très prometteur, parce que on sait que les modèles sont de plus en plus efficaces à taille constante. On a et ça se vu encore il y a très peu de temps avec Claude Haiku 4.5, parce qu'Anthropic donc a sorti la version petite, la version poids mouche de son Claude, donc c'est le Haiku 4.5, et en réalité il a à peu près les mêmes performances que Claude Sonnet 4, qui était la version moyenne, et qui était un modèle il n'y a pas si longtemps, c'était un modèle qui était plébiscité comme un des meilleurs modèles pour le codage, un modèle très efficace, Claude Sonnet 4 quand même. Donc, ça veut dire qu'avec un Haiku 4.5, on a un très bon modèle, en fait, quand même. Et donc, quelle taille il a ? On ne sait pas, puisqu'évidemment, Anthropic ne le révèle pas. Cela dit, si on regarde la taille des modèles chez Mistral, par exemple, quand on connaît la taille des modèles, on sait que le Mistral Small fait 24 milliards de paramètres. Donc, si on part du principe que Haiku fait aller à la louche la même chose, donc soit une vingtaine de milliards de paramètres, en mode bitnet, il pèserait que 4 gigaoctets. 4-5 gigaoctets. On pourrait donc tout à fait envisager à terme une IA aussi bonne que Claude 4 directement exécutée sur un téléphone. Et donc ça montre que techniquement, il y a eu énormément de chemin parcouru et qu'il y a aussi quand même une bonne marge de progression, quoi. Hyper intéressant de voir que ça progresse comme ça, mais tu te rends compte la vitesse à laquelle ça va. Il faudrait qu'on arrive à faire des rétrospectives en un an parfois pour mesurer tout ce qui se passe. C'est absolument dingue. De la reconnaissance de caractère avec DeepSeek OCR, Guillaume ? Oui, on parle encore de DeepSeek en bien, avec une nouvelle sortie qui ne paye pas de mine, a priori, c'est DeepSeek OCR. Alors ok, avant de vous endormir complètement, je sais, l'OCR, c'est donc la reconnaissance optique de caractère, c'est vraiment pas nouveau, et en plus, il est sorti 13 OCR à la douzaine ces derniers temps. Il n'y a pas besoin d'IA pour ça, monsieur. C'est mieux quand même. Non, mais il n'y a pas besoin des grands modèles de langage moderne, quand même. Pour faire de l'OCR, non, mais disons que les meilleurs modèles OCR actuellement sont quand même des modèles de deep learning, et Mistral en fait d'ailleurs, de très efficaces aussi. Et donc, vous pouvez vous dire, effectivement, l'OCR, c'est un problème qui est plus ou moins, on va dire, résolu. Cela dit, DeepSeek vient de publier le code, les poids et un article sur un nouveau modèle qui pourrait être le plus efficace possible pour faire son job, donc ici l'OCR. Il vient aussi, dans le plus grand des calmes, de proposer une méthode de compression ultra efficace pour encoder des images dans la mémoire d'un LLM, qui pourrait être extrêmement utile en général. Donc, alors je parle d'un VLLM, d'un Vision LLM, un LLM multimodal qui voit des trucs, vous pouvez envoyer des images dedans, comme la plupart le font maintenant de toute façon. Donc LLM multimodal, en fait, un LLM multimodal ou pas, ça comprend des tokens de toute façon. Un LLM qui voit des trucs ou pas, ça doit comprendre que des tokens. Des tokens qui représentent des mots ou des parties de mots. Et ces tokens sont transformé en vecteur, mais en fait, voilà, le texte est divisé en unités, comme ça, en tokens, qui sont des mots et des parties de mots. Et quand il est multimodal, c'est un peu la même chose. Il y a des petits morceaux d'image, des petits patchs de 16 par 16, par exemple, 16 pixels par 16 pixels. Ces petits carrés, ces petits morceaux sont projetés dans l'espace mental du modèle comme une sorte de paragraphe de texte un peu particulier. En réalité, c'est comme ça que c'est représenté une image. Mais essentiellement de la même manière qu'un paragraphe de texte. De la même manière, de la manière de représenter ces petits morceaux en détail, ça va dépendre de plein de choses. À quel point le modèle il voit bien ou pas, déjà. À quel point ça prend plus ou moins de place de représenter une image, et à quel point, du coup, ça demande de la quantité de mémoire et de la quantité de calcul, d'analyser des images et des vidéos, évidemment, pour un LLM, pour un chatbot. Donc d'ordinaire, l'enjeu de la mémoire, d'ailleurs, chez les chatbots, c'est très important. Parce qu'avoir beaucoup de mémoire, en général, c'est cher, c'est compliqué. Et le multimodal, ça n'arrange rien, parce qu'une image, ça prend en général beaucoup de tokens, et les vidéos, évidemment, encore beaucoup plus. Et pour un OCR, l'enjeu, c'est un peu le même, finalement, puisqu'on cherche à représenter le plus efficacement possible les images, pour que le processus de reconnaissance de caractères et de transcription soit le plus précis et le plus léger possible. Et donc, DeepSeek s'est penché sur la compression des tokens. C'est-à-dire de faire que chaque token représente plus de choses. Et en utilisant un encodeur en 3 phases, où ils prennent soin de vraiment localiser l'attention uniquement là où c'est important, de se concentrer sur ce qui est important et pas trop sur le reste. Et alors, entre autres, il y a trois étapes, ils se sont rendus compte qu'on pouvait multiplier par 20 la compression des tokens tout en conservant 60% de précision. Et si on compresse que 10 fois,
on conserve 96% de précision. Et donc, il y a 2 avantages potentiels. Alors, il y en a un qui est immédiat, c'est qu'on va utiliser moins de mémoire pour représenter les images dans ce modèle d'OCR, mais aussi, finalement, dans un VLLM, dans un chatbot multimodal standard. Donc, ça, c'est quand même déjà intéressant, c'est déjà cool. Mais en plus, il faut se souvenir que les images et les textes partagent le même espace mental. C'est la même chose dans l'esprit du LLM. C'est représenté pareil, avec des vecteurs pareils. Et ils représentent des concepts de la même manière. Donc, si les tokens images sont ultra expressifs, et compressent donc du coup beaucoup d'informations d'une certaine manière, on pourrait les utiliser pour encoder du texte. Et on pourrait donc, à travers eux, compresser les mémoires du LLM dans son ensemble. Et c'est ça qu'ils ont testé. Ils ont utilisé leur méthode pour compresser 700 tokens de texte, donc un texte, je sais pas, de 4 pages, un truc comme ça. Enfin, je sais pas combien de pages, mais voilà, 700 tokens, 700 mots, quoi. Ça fait pas une page peut-être, mais enfin, peu importe, ouais. Ouais, voilà, de 700 mots. Et ils l'ont représenté en utilisant leur token image, en utilisant que 64 tokens images. Et donc, ils les ont représentés comme ça, et après, ils les ont rebasculés en mode texte. Ils ont constaté qu'en fait, on pouvait conserver 96,5% de précision. 96,5 ? C'est énorme, c'est très proche de l'intégralité, en fait. Okay. Et ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu peux passer de 700 tokens à 64 en conservant pratiquement toute la précision. Ah, c'est fou. Okay. Donc, on peut envisager assez facilement de créer un LLM qui aura une mémoire locale à court terme, quelque part de quelques milliers de mots, et qui aura aussi une mémoire à long terme. Donc, des trucs dont tu as discuté bien avant, et ces trucs-là pourraient être compressés. Avec des tokens images, c'est-à-dire stockés de manière un peu plus approximative. En gros, on stocke en PNG ce de quoi on est en train de parler, puis on stocke en JPEG ce de quoi on a parlé la semaine dernière. C'est vraiment ça, en fait, une compression destructive, mais voilà, qui reste de bonne qualité. Et c'est une compression qui est intégrée au modèle. Le modèle, en fait, tu utilises des tokens qui connaît de toute façon. Donc, pour lui, représenter d'une manière ou d'une autre, ça revient au même, en fait. C'est pas vraiment un problème. Du coup, on peut compresser directement, sans avoir besoin de module externe, et puis surtout, tu peux compresser plus ou moins selon les besoins, parce que tu peux très bien utiliser que 15 tokens. Mais par contre, évidemment, tu perdras un peu plus de précision. Donc, pour le moment, cette technique ne sert que à rendre un modèle OCR très efficace, ce qui est déjà pas mal, mais elle a le potentiel de démultiplier la mémoire des LLM un jour. Donc encore une fois, DeepSeek fait des expériences vraiment très intéressantes qui met à disposition librement, tout ça est en open source encore une fois, donc c'est chapeau quoi encore. Et ce qui semble vraiment encore une fois les guider, c'est vraiment cette optimisation, cette espèce de vouloir faire plus avec moins de ressources, j'ai l'impression de manière générale, et ils arrivent à des résultats qui sont hyper intéressants, qui serviront peut-être l'ensemble de l'industrie, j'ai l'impression. On continue à regarder un petit peu comment est-ce que les IA arrivent à challenger un petit peu les connaissances, et surtout à quel point on peut les comparer à des apprenants, à des sachants, comme par exemple les collégiens, Guillaume. Ouais, les nouvelles IA, IA et éducation marchent pas forcément très bien, et là on a 2 exemples assez malheureux d'utilisation de l'IA. Alors dans l'un des cas, c'est une étude de l'université de Massachusetts qui a utilisé ChatGPT pour faire un cours d'éducation civique, et il a essayé de juger la qualité de ce que produisait Chat, quoi. C'est pertinent parce que on sait bien à quel point les élèves sont enclins à utiliser ChatGPT, mais on sait aussi que les profs les utilisent. On sait même qu'aux États-Unis, 60% des profs du secondaire primaire le feraient déjà. Donc c'est une étude qui a ses limites aussi, quand même, parce qu'elle a débuté en août 2024, et ils ont utilisé des modèles anciens, comme GPT-4o, Gemini 1.5 Flash et Copilot. Donc ils ont généré 311 plans de leçons et 2230 activités, puis ils l'ont noté sur la taxonomie de Bloom. Alors c'est pas Orlando Bloom, du coup je ne connais pas. C'est un truc de pédagogie machin. Bon, apparemment ça donne un classement hiérarchique là, des actions d'apprentissage. D'accord. Donc à la base, en gros, les actions les plus basiques, c'est se souvenir, après t'as comprendre, puis appliquer, puis analyser, puis évaluer, puis créer. Voilà, c'est une hiérarchie comme ça. Et les chatbots, apparemment, ne feraient que de leçons qui, à 90%, sont assez basiques, sont assez basses, en fait, sur cette échelle-là. Donc, en gros, ça fait des leçons basiques, sur des lieux communs assez étroits, culturellement et historiquement. Bon, pour résumer, les IA font des cours chiants, quoi. En tout cas, les IA de base de 2024. Ça peut servir de base, mais il faut encore que des enseignants, heureusement, soient là pour créer un truc qui tient la route. Ça justifie l'existence des enseignants en viande, encore pour l'instant. Okay. Si tu veux avoir une maigre chance de passionner des collégiens, Dieu sait que c'est pas simple. Oh oui, c'est dur. Il faut vraiment y mettre du sien, quoi, et ça suffit pas. ChatGPT suffit pas, quoi. D'accord. Alors, autre raté éducationnel, plus ou moins pour l'IA, c'est une expérience de livre IA interactif qui tourne court en Corée du Sud. Alors, au départ, ça partait d'une bonne intention. Ils voulaient faire des espèces de livres numériques qui deviendraient des tuteurs interactifs
qui permettrait de réduire les inégalités entre les élèves, hein, parce que voilà, les élèves ont plus ou moins de difficultés, et puis ils sont plus ou moins bien accompagnés voilà, à la maison, etc. Donc ça aurait été égalisateur. Alors le souci, c'est que ça, c'est un truc ambitieux en faire, c'est un truc compliqué, en vrai, c'est un truc difficile, et que si tu le torches avec le cul, eh ben, c'est pire qu'avant, en fait, ça marche pas, quoi. Les manuels, entre guillemets, sont loin d'être géniaux, et puis ils font des erreurs factuelles. Et du coup, tu peux pas avoir confiance, et donc il faut repasser derrière en permanence. Et puis les gamins, ils passent du coup tout leur temps devant un écran, hein, pour avoir des Ça notions n'aide qui sont pas. pas fameuses, et pour apprendre des trucs qui sont même occasionnellement faux. Donc c'est un fiasco. Voilà, c'est un Mince. fiasco qui a été arrêté au bout de 4 mois. Précisément, ces nouveaux livres étaient officiellement considérés comme des manuels scolaires. Et du coup, il fallait les utiliser, ils étaient obligatoires. Ils ont perdu ce statut, donc en moins de 9 semestres. Après un tollé national, hein, ils sont maintenant donc, facultatifs, et la plupart des écoles ne les utilisent plus. Alors, c'est peut-être moins un échec de l'IA qu'un échec de l'utilisation de l'IA, mais enfin bon, le résultat reste le même. Hein. À vouloir foutre des IA partout, on se retrouve à faire des recommandations médicales débiles ou dangereuses. Hein. Alors, on l'a vu avec Google d'ailleurs, et puis on le voit à nouveau en ce moment même avec Reddit. Les modérateurs, par exemple, de Air Family Medicine sont furax contre le chatbot, qui donne des mauvais conseils et qui écornent carrément leur crédibilité, et ils n'ont pas le pouvoir de le désactiver. Dommage. A priori, par contre, dans le domaine des études et de la connaissance, il y a quand même un domaine où les IA, Guillaume, arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est en littérature, c'est ça ? Alors, l'IA est nulle à l'école, c'est vite dit. Et puis, c'est pas ce qui vous empêche de faire carrière, de toute façon, d'être Ouais. nul à l'école. Regardez Michel Drucker. Là, franchement. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un Mais bon, exemple. bref. Ouais. Une IA peut-elle écrire de bons textes, des nouvelles, voire des livres qui plairaient autant que ceux d'un auteur humain? Alors, on se plaît à croire que non, que les IA ne pourraient jamais passer une sorte de test de Turing littéraire, hein, où elles se mesuraient à des auteurs humains. Qu'en est-il? Eh ben, une étude du MIT et de Columbia nous répond que, en fait, la réponse ne va pas vous plaire. Ou peut-être que si, je ne sais pas. Alors l'idée, c'est vraiment de faire un imitation game, en fait, vraiment. Hein. Ils ont pris 28 candidats en master littérature et beaux-arts, et ils leur ont demandé de produire des textes de 450 mots à peu près, en imitant le style d'auteurs célèbres, d'auteurs connus. Ça a donné 150 textes écrits par des humains, qu'on met en face de 150 textes écrits par des IA qui ont demande de faire exactement la même chose. Et c'est même 28 candidats, donc les experts, hein, et puis 133 péons, paysans comme toi et moi, ont dû lire ces textes et donner leurs préférences. Ok. Et là, tout va bien, une majorité préfère les textes écrits par des humains, surtout les experts, parce que les kidam, les monsieur et madame tout le monde, ils sont plus partagés, disons. Le problème, c'est que les auteurs de l'étude sont allés plus loin et qu'ils ont commencé à fine-tuner. Donc, ils ont entraîné les ChatGPT, hein, pour ne pas le nommer. Ils l'ont entraîné directement sur des textes des auteurs célèbres en question. Donc, ils ont payé OpenAI pour qu'ils fine-tune une version de ChatGPT entraînée sur des auteurs célèbres. Auteurs qu'en aparté, je ne connais absolument pas. Il y a 30 auteurs célèbres, super renommés et tout. J'en connais qu'un de nom. Je suis un inculte. Ok, d'accord. Je suis un inculte. J'en connaîtrais pas plus que toi, je pense. Mais bon, ça n'empêche rien, je suis un petit peu le Michel Drucker du podcast. Décidément. Quoi qu'il en soit, quand on fine-tune le modèle sur des textes d'un auteur célèbre, non seulement il s'améliore dans l'imitation de cet auteur, mais les humains préfèrent les productions de l'IA. Mieux encore, hein, les logiciels de détection de textes synthétiques se plantent complètement quand on leur présente un texte issu d'un modèle fine-tuné comme ça. Alors heureusement, ça ne concerne que les textes courts, pour le moment. Je ne serais pas surpris que ça n'en reste pas là. Hein. Donc, de toute façon, il est déjà possible d'automatiser la création d'un livre entier en demandant au modèle de faire chapitre par chapitre. En gros, tu lui demandes de faire un plan détaillé avec les listes de persos, plan détaillé, etc. Et puis, tu fais chapitre par chapitre, et à chaque fois que tu lui demandes de créer un chapitre, tu lui donnes le chapitre d'avant et le plan. Et en fait, ça suffit pour créer un livre. Hein. Et il y a beaucoup de livres sur Amazon qui sont créés comme ça. Et ça peut être totalement automatisé. Donc bon, en tout cas, cette étude donc montre que avec un bon modèle bien personnalisé, le résultat peut être pas si mal que ça. Et il y a une question, disons, ça a des applications éthiques, tout ça, bon voilà, chacun pensera ce qu'il veut, mais il y a une implication immédiate, il y a une question qu'on peut se poser immédiatement à propos du fair use du coup. Ouais. Le fair use des textes est-il justifié ? Parce que dans le procès contre Anthropic, on a eu un précédent où un juge avait dit qu'à partir du moment où un livre était acheté légalement, son utilisation pour entraîner le modèle, c'est du fair use, c'est autorisé. Sous-entendu, ça ne crée pas une machine à plagiat qui concurrence l'auteur directement, ce que certains auteurs disaient, justement. Oui. Peut-on encore dire ça à la lumière de cette étude ? Parce que le modèle, le modèle ne produit pas de copie du contenu original,
Enfin, il semble que si j'achète un bouquin de R.R. Martin, ben, je vais pouvoir demander à OpenAI de créer un chatbot qui a le style de R.R. Martin, et pour quelques dizaines de dollars, ça pourrait potentiellement concurrencer l'auteur alors. Donc, est-ce que ça tient toujours? Je ne sais pas. Ouais, c'est une trop vaste question qui a commencé à être soulevée au départ de l'arrivée de ces outils-là, et j'ai l'impression que malheureusement, je ne sais pas si ça change grand-chose en fait finalement, ce qu'on dit là aujourd'hui par rapport au constat de départ. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte, mais bon, en tout cas le sujet me paraît assez compliqué à résoudre, et j'ai pas envie de me substituer à la justice en tout cas. On regarde aussi, il n'y a pas que les auteurs qui sont un petit peu embêtés par les impacts de l'intelligence artificielle et leur arrivée, mais il y a aussi, on en a déjà parlé, mais ça se confirme, Wikipédia, Guillaume. Et oui, Wikipédia est menacé par l'IA aussi. Alors c'est assez logique, puisque comme pour Stack Overflow ou tant d'autres usages, on pose nos questions aux IA directement maintenant. On utilise volontiers un Gemini comme une encyclopédie. N'oublions peut-être que si Gemini sait tout ça, c'est parce qu'il a lu Wikipédia, justement. La wiki perd du trafic, et elle s'en est pas rendue compte tout de suite. Parce que les bots, justement, qui la pompent, sont de plus en plus doués pour se faire passer pour des humains. Bien joué. Et quand ils ont commencé à ajuster leurs chiffres de fréquentation pour éliminer ces bots, ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà perdu 8% de leur trafic par rapport au même moment l'an dernier. Donc on résume, leurs infrastructures ne sont pas moins sollicitées, c'est même l'inverse, mais ils voient de moins en moins de gens venir sur leur page web, parce que ces mêmes bots... parce que les bots viennent donc pompent leur désolé, infrastructure. Tout ça pour alimenter des robots qui leur pompent du trafic, quoi. Et le problème d'un bot, c'est qu'en plus, il va pas aller faire un don pour Wikipédia. Exactement. Et la Wikipédia, c'est pas magique. Elle a besoin de soutien. Et les gens qui vont pas dessus ne voient pas qu'elle en a besoin. Parce que chaque année, la Wikipédia fait une campagne pour récolter des dons et payer ses serveurs. Si plus personne n'y va, que plus personne ne donne, la wiki disparaîtra. Alors, Wikipédia, c'est pas parfait, c'est vrai, mais c'est sans doute un des meilleurs trucs que nous ait donné Internet. Moi, je l'utilise presque tous les jours. Alors, si vous êtes comme moi, faites un geste, donnez. Ouais, c'est effectivement, ça vaut le coup de faire le geste et de le propager autour de vous. On continue à parler du petit nouveau, du petit successeur du moment, avec Windows 11 qui va utiliser votre propre ordi. Ça, jusque-là, c'est normal, Guillaume, non ? Vous en rêviez, je pense, ou donc Microsoft va le faire. Windows 11 va pouvoir utiliser votre PC à votre place. Déjà qu'il passe son temps à se mettre à jour, à faire des trucs dans ton dos, c'est dit, il pourra carrément utiliser ta machine, ton navigateur, tes logiciels, c'est fini, prends le pouvoir, voilà, t'es plus chez toi. Eh ben... C'est Youssouf Mehdi qui parle du turfu de Windows, alors en fait les 40 ans du système quand même en ce moment, et sans trop de surprise, le copilote va intégrer des couches de plus en plus profondes de Windows, pour en devenir une composante plus ou moins essentielle, à tel point que parler à son PC et lui demander de, je sais pas, commander une omelette norvégienne sur Deliveroo, ça sera on ne peut plus normal, ça sera une fonction standard du PC du futur. C'est très exactement ce que veut faire ChatGPT avec son écosystème quelque part. Donc Microsoft veut le faire avec le sien, ça se tient. Ah mais totalement. De toute façon, il le dit. Il commençait par le clavier, on a commencé par le clavier, voilà, il y avait... Souvenez-vous, dans l'époque 8 bits, il n'y avait que des claviers. Et puis ensuite, la souris est arrivée. Et puis il était temps qu'un autre mode de communication homme-machine arrive. Et ce mode, c'est la voix, tout simplement. Donc Copilot, il va voir, il va entendre, donc il va voir aussi tout ce que vous faites sur votre écran. C'est Copilot Vision qui arrive très prochainement. Donc vous pouvez carrément streamer votre écran à Copilot, qui va comprendre ce qu'il y a à l'écran et va pouvoir s'en servir. Et il pourra exécuter des actions pour vous, intervenir sur des fichiers, automatiser, je sais pas, le renommage de photos dans un répertoire, par exemple. Vous pouvez aller encore plus loin avec Edge, évidemment. Donc, ça rappelle évidemment les computer use d'Anthropic, etc. C'est un agent de série dans ton PC. Un agent qui, je cite, au début, vous verrez peut-être l'agent commettre quelques erreurs ou rencontrer certaines difficultés lorsqu'il essaiera d'utiliser des applications très complexes. Explique Navjot Virk, vice-président corporate de Windows Experience. Voilà qui est rassurant. Oui, tout à fait. Heureusement, l'agent va se lancer dans une sandbox, donc dans une sous-machine sur ta machine, pour éviter de mettre le Y dans ta vraie machine si jamais ça tourne mal. Et ça tournera mal. Ça tournera mal de temps en temps. Rappelons-nous ce que pense Andrei Karpathy de l'état actuel des agents intelligents, qui sont, en gros, pas totalement débiles, mais quand même encore un peu cons.
Ça me fait rire parce que dans la conférence de mardi pour la présentation de ChatGPT Atlas, le navigateur d'OpenAI, il y a cette possibilité d'accéder aux fichiers en local. Et ils ont dit, bon, c'est quand même important que vous soyez sensible, vous pouvez tout cloisonner, c'est peut-être quand même mieux pour un certain nombre de choses pour éviter de mettre trop le bazar. Oui, à mon avis, c'est très très bien de bien cloisonner les choses, je pense. On continue avec une proposition d'NVIDIA pour faire tourner des intelligences artificielles en local sans solliciter le cloud, Guillaume. Oui, c'est le DGX Spark. C'était le futur d'il y a quelques mois. C'est ce super ordinateur de bureau, comme on se plaît à l'appeler son papa Jensen Huang. Et une partie de la presse aussi. Donc, c'est une machine d'IA personnelle. C'est comme ça qu'on le présente. C'est au format mini PC ou petit Mac. Voilà. Qu'est-ce que c'est moche. Pardon, c'est pas là pour être beau, mais... C'est pas là pour être beau. Il a une esthétique, comment dire, je sais pas, il y a une influence trumpienne peut-être, parce qu'il est tout d'or vêtu. Non mais c'est vrai, il est doré. Il y a un côté vraiment, statuette dorée. Sur la Trump Tower, dans la Trump Tower, il passerait nickel. C'est vraiment un peu bizarre, mais bon, on n'est pas là pour ça. En tout cas, ce truc promet toute la puissance de Blackwell dans moins d'un litre et pour 5000 balles quand même. Et c'est bien le problème, 5000 balles, parce qu'entre-temps, les mini PC sous puce AMD, mais ils sont sortis avec des promesses totalement équivalentes, avec des performances équivalentes et moitié prix, voire moins. En lui-même, le DGX Spark, c'est quand même une belle machine. C'est une machine robuste, bien finie, qui inclut des composants assez haut de gamme. Une puce Blackwell GB10, 20 cœurs CPU, 10 performances et 10 efficacité. Alors, c'est des Cortex 925 et 725. Sur le papier, ça tape quand même pas mal, mais bon, en réalité, le GB10 a quand même la puissance brute d'une 5070 par là. Et son seul véritable avantage, c'est qu'elle a 128 Go de mémoire unifiée. Donc, c'est comme si vous avez une 5070 avec 128 Go de mémoire, ce qui est assez exceptionnel. C'est un avantage qui est fortement tempéré par le fait que la bande passante de cette mémoire fonctionne à 273 gigaoctets par seconde théorique. On est donc très loin des systèmes professionnels avec HBM. Or, ce type de configuration, avec un gros pool de mémoire unifiée et une bande passante correcte, mais sans plus, et une GPU milieu de gamme, parce que c'est ça que c'est, ça existe déjà. Et c'est les frameworks, c'est les GMK-Tech, qui sont à base de Strix-Halo, d'AMD. Et la différence, c'est qu'on trouve ces derniers autour de 2000 €. Et alors que le Spark tourne autour de 5000, un prix qui est proche de celui des Macintosh. Ah oui, ça fait une différence quand même. Ouais. Qui sont à 128 gigaoctets, c'est aussi 5000 balles. Et le truc, c'est que les Mac, ils ont beaucoup plus de bandes passantes. Donc en fait, ils ont un avantage par rapport au Spark pour le même prix. Délirant, mais pour le même prix. À l'usage, en inférence sur des LLM relativement gros, comme GPT ou SS120, la vitesse de digestion du prompt est de 94 tokens par seconde et celle de génération de 11. Pour les modèles denses, comme Llama 3.1 70B, on tombe à 4,35 tokens par seconde, quand c'est compressé en 4 bits. Parce que quand c'est dense, c'est vraiment très très lourd. Et en fait, les gros modèles denses sont utilisables sur ce truc-là, mais ils ne sont pas vraiment idéaux. Les gros MOE sont beaucoup plus confortables. Mais enfin, quand même, c'est pas des résultats super brillants, Et si on compare ça aux résultats, justement, des AMD, un Strix-Halo, ça atteint 5 tokens par seconde en génération sur un Llama 3.1 70B, pareil. Il est par contre un peu plus lent en digestion de prompt. Donc globalement, d'ailleurs, c'est un peu ça. Le Spark, il est plus rapide à la digestion du prompt, donc quand vous lui envoyez des gros documents, c'est un petit peu plus rapide à se mettre en route. Par contre, c'est un poil plus long à la génération qu'un Strix qui utilise Vulkan. Et c'est là qu'on arrive au souci qui fait que pour l'instant, pour le grand public, c'est pas évident de recommander un truc ou l'autre finalement, parce qu'en gros, il y a 3 options. Il y en a 2 qui sont très chères. Il y a le max 128 gigaoctets en M3 ou M4 par exemple. Il y a le DGX Spark qui est à peu près au même prix et qui est 128 gigaoctets aussi. Puis tu as les PC en Strix-Halo et c'est les fameux Ryzen AI Max Plus. Et en fait, le problème, c'est que chacun a ses problèmes. Alors, les 2 premiers, ils sont très chers. Mais surtout, à 5 000 €, le DGX Spark n'a aucun atout particulier, si ce n'est sa compatibilité CUDA, qui en fait un atout vraiment pour les pros, en fait. Parce que c'est pas une machine... c'est pas une machine polyvalente, vraiment. Tu peux pas jouer dessus. Il y a Linux dessus, mais bon, c'est vraiment une machine pour professionnels qui a envie et besoin de la compatibilité Blackwell et CUDA pour développer dessus. En fait, c'est pas une machine vraiment grand public, Pour 5 000 €, tu peux avoir un Mac qui est beaucoup plus polyvalent, mais qui peut faire tourner des IA aussi, voire plus vite. Tu vois, et si vraiment tu as 5 000 € à mettre là-dedans, et tu peux en plus le faire assez simplement en utilisant MLX ou GGEF.
Et effectivement, pour le plus grand public, tu as tous ces PC en Ryzen AI+, AI Max+, qui sont autour des 2000 €, qui pourraient baisser assez rapidement et qui sont clairement les meilleures options pour un grand public vraiment motivé quand même, parce que c'est vraiment pour des enthousiastes. Et même eux, ils ont des soucis de jeunesse, parce que AMD a amené un meilleur support a priori des GPU des Strix avec ROCm 7, donc on devrait avoir moins de soucis de compatibilité et peut-être de meilleures performances. Bon, mais enfin, ça reste encore un petit peu, ça reste pour vraiment les gens qui sont passionnés, quoi. Ça reste des machines de passionnés ou de pros. Et bon, même parmi des passionnés, c'est vrai que le DGX Spark ne se destine pour le moment qu'à une petite minorité. Il a un petit bloc doré quand même. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut retenir? Moi, je dis, quand tu vois son design, c'est original. On va aller faire un petit tour du côté de chez Intel, qui a priori plein de choses à nous proposer, Guillaume, c'est ça? Ouais, Intel est content. Il pourrait nous faire une remontada dans les mois à venir, dans les années qui viennent. On leur souhaite. Évidemment, alors son processus 18A serait adopté par Microsoft pour fabriquer ses futures puces d'IA, donc les Maya 2, et il aurait d'autres clients. On sait que Broadcom n'avait pas donné suite, mais Intel a amélioré ses rendements depuis, et donc il pourrait reconsidérer. On sait que Nvidia, ARM et peut-être Apple seraient intéressés par le process, ou pour le process suivant, donc le 14A. En fait, à la base, de toute façon, le 18A était quand même beaucoup plus focalisé sur la production interne d'Intel, donc pour les processeurs Intel, à commencer par les processeurs mobiles Panther Lake. Mais le fait que déjà Microsoft puisse être un gros client, déjà sur ce process-là, c'est un très bon signe. Intel compte vraiment beaucoup sur le process suivant pour vraiment élargir sa clientèle, pour amener le maximum de gens à l'utiliser. Et bon, ça s'annonce pas catastrophique pour le moment. Donc c'est déjà ça. Alors les Panther Lake, puisqu'on en parle, alors c'est les Core Ultra 300, c'est la série des 300. Ils promettent d'ailleurs un accroissement très significatif de la puissance graphique, avec plus 50% par rapport à Lunar Lake. C'est bien, mais bon, c'est pas encore suffisant, parce que avec ça, tu concurrences pas une 4050 et tu concurrences même pas, une 8060S d'AMD, qui est la GPU qu'on trouve dans les Strix Halo dont on vient de parler. Donc ils sont quand même encore en dessous, même avec leur nouvelle architecture. Cela dit, c'est quand même un beau progrès qui montre que la troisième génération de GPU, donc XE, de l'architecture XE d'Intel, a vraiment du potentiel. Les X3, dont le nom de code est Celestial, après Battlemage, deviennent intéressantes, même en iGPU, et avec plus de cœurs, plus de cache, un passage à DDR5 plus rapide, la 9600. Les cœurs sont aussi redessinés, ils sont meilleurs en ray tracing. Et cette architecture, elle est aussi destinée à être déclinée. Et elle sera déclinée en une version pro, on va dire, qui s'appellera X3P, alors pour pro, pour performance, je ne sais pas exactement, qui vise l'IA, clairement, entre autres, mais qui vise aussi pas mal l'IA, puisqu'Intel veut faire un retour sur le devant de la scène avec des GPU qui seraient compétitifs pour le calcul brutal et surtout pour l'inférence des IA. Donc X3P, c'est une sorte de super X3, enfin XE3, qui serait adaptable en fait, où tu pourrais rajouter un petit peu des blocs comme ça autant que tu veux, autant que tu en as besoin, pour passer du PC jusqu'au data center, et qui supporte un très large choix de précision. En fait, c'est là que tu vois que c'est optimisé pour le machine learning, parce que ça gère aussi bien le calcul de 32 bits que 4 bits. Et ça, clairement, c'est orienté pour l'inférence. Mais clairement aussi, ça n'ambitionne pas de devenir un concurrent frontal à Nvidia. Ça ne va pas être possible dans l'immédiat. Les X3P utiliseront un gros pool de mémoire de 160 gigaoctets de DDR5, de LPDDR5X pour être précis. C'est une mémoire qui est pas trop lente, mais qui est vraiment pas très rapide non plus. Donc l'idée, c'est pas de faire des GPU sur lesquels on va entraîner des trucs monstrueux, c'est plutôt de faire des puces d'inférence low cost. Parce que la DDR5, c'est beaucoup moins rapide, mais c'est aussi beaucoup moins cher. Et donc, en batchant les requêtes, tu peux quand même extraire des performances significatives de tout ça, pour probablement une puce qui serait, enfin plutôt une carte qui serait beaucoup moins chère que les cartes de Nvidia, et qui consommerait aussi beaucoup moins d'énergie pour le coup. Donc, pourquoi pas ? Si Intel fait ça, il pourrait d'ailleurs aussi fabriquer des machines qui concurrenceraient directement le DGX Spark ou les Strix Halo d'AMD aussi d'ailleurs. Et ça voudrait dire que vraiment tout le monde sent qu'il y a un enjeu là-dessus, quoi. C'est ça que je retiens finalement, c'est que... En fait, on a besoin de nouveaux types de machines. Si on veut exécuter des IA en local, on a besoin de nouveaux types de machines. Tout à fait. Parce que les IA demandent la quadrature du cercle en fait. Elles ont besoin à la fois de beaucoup de puissance de calcul,
de beaucoup de mémoire et de beaucoup de bande passante. Et c'est des trucs qui n'étaient pas... on n'avait pas les trois à la fois, de toute façon. Parce que sur un CPU, t'as beaucoup de mémoire, mais elle est relativement lente et t'as pas énormément de puissance de calcul. Sur une GPU, t'as beaucoup de puissance de calcul et tu as une très grosse bande passante, mais tu n'as pas beaucoup de mémoire parce que c'est très cher. Et donc, avoir les trois, c'est la quadrature du cercle. Et on a besoin, si tu veux, de ces trois éléments pour exécuter des IA. Et donc, on essaye de le faire au plus juste, sans faire exploser les coûts, d'où l'utilisation de DDR5, tout simplement, parce que c'est un petit peu le meilleur rapport qualité-prix, vu la taille des IA en ce moment, et la tendance qu'il y a au mélange d'experts qui permet de réduire quand même pas mal les besoins en bande passante, ce qui est donc un très gros avantage. Mais les mélanges d'experts sont très gros, donc tu as quand même toujours besoin de beaucoup de mémoire. C'est pour ça que il y a une sorte de nouveau paradigme, de nouveau type de machine qui repose sur des mémoires unifiées, dont la vitesse est en fait ni très rapide ni trop lente pour justement cet usage-là, quoi. C'est intéressant de suivre tout ça en tout cas. Merci beaucoup pour cette revue complète. On va changer un petit peu de rubrique, mais juste avant, je me dois quand même de vous faire un petit rappel. Alors là, on voit qu'il y a des machines qui vont très très vite à l'inférence. On leur demande quelque chose et bim, elles nous envoient les réponses très très rapidement. Et j'imagine que ça devrait être le cas aussi pour nous les humains sur des choses simples, comme par exemple soutenir un podcast qu'on aime pour qu'il soit là le plus longtemps possible. Un podcast comme Tech Café, on pourrait soutenir avec la page patreon.com/techcafé, mais on a un problème dans notre quotidien, c'est que on a plein de tâches à réaliser chaque jour, du matin jusqu'au soir, du moment où on se lève jusqu'à ce qu'on rentre du travail, et on a vraiment des moments où on peut un petit peu se poser sur des choses essentielles qu'à certains moments clés, et moi je les identifie, ces moments clés dans votre journée, c'est le moment, vous le savez, où vous chaussez vos chaussons, parce que c'est le moment quand vous chaussez vos chaussons de penser à patreon.com/techcafé. C'est évidemment le moyen de nous soutenir qui permet très concrètement de nous rémunérer pour ce travail. Et puis, en contrepartie, vous pouvez bénéficier des accès au podcast sans la pub pour écouter tous les épisodes sans aucune distraction, de manière complètement illimitée. Si jamais vous ne faites pas encore partie des soutiens sur patreon.com/techcafé qui avait été cité dans un épisode avec le tapis rouge qui vous est déroulé, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, ou en tout cas pensez-y ce soir ou demain quand vous chausserez vos chaussons au retour de votre sortie. On continue avec des robots, ou plutôt des taxis, ou plutôt des robots taxis. Et oui, les véhicules autonomes arrivent de partout, Guillaume. Oui, des petites nouvelles de Waymo et des voitures autonomes. Waymo va arriver à Londres, ça y est, en 2026. Donc, dans les semaines qui viennent, ils vont récolter des données avec des gens au volant, donc avec des Waymo, mais qui ne seront pas totalement autonomes. Il y aura des gens au volant au cas où. Et puis, ils sont partis pour se déployer, alors pas en Europe, mais presque. Après Phoenix et Los Angeles, San Francisco, ils arrivent aux portes de l'Europe, exactement. C'est pas la seule actu de Waymo qui va aussi faire un partenariat avec DoorDash pour faire de la livraison avec des voitures normales, en réalité. Donc, on aura une situation peut-être un peu étrange où vous pourrez commander un burrito sur Dashmart et puis recevoir une notif comme quoi une voiture vous attend dans la rue et il va falloir descendre et aller chercher ton burrito dans le coffre. Alors voilà, ça sera uniquement à Phoenix pour le moment. C'est une manière d'explorer de nouvelles possibilités. Et puisqu'on parle d'explorer de nouvelles possibilités, Miami fait très fort puisqu'elle teste une voiture de police autonome qui est bourrée de caméras, bourrée de capteurs et qui en plus est une sorte de vaisseau-mère pour un drone de patrouille robot. Donc c'est une voiture de patrouille robot qui a aussi un dock sur le toit pour lancer un drone de patrouille robot. Pareil, ou peut-être même de poursuite, si vous avez un contrevenant qui s'en va comme ça dans la pampa et la voiture peut pas passer, je sais pas. En tout cas, il pourra surveiller les alentours. J'ai l'impression qu'il voit cette espèce de voiture comme une sorte d'AWACS pour la police, quoi. C'est un pilote de 12 mois, une expérimentation, c'est pas un bébé de 12 mois qui pilote, attention. C'est une expérimentation de 12 mois qui laisse quand même un peu songeur sur le futur de la police aux États-Unis et en général. Tu sais, quand j'étais plus jeune, bon, depuis toujours j'ai aimé les jeux de rôle, il y avait un jeu de rôle que j'aimais beaucoup, c'était Shadowrun, où tu incarnes comme ça des espèces d'individus de l'ombre qui luttent contre les grandes corporations, donc c'est très cyberpunk bien évidemment. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'au fil des éditions de Shadowrun, il y avait la réalité technologique qui les rattrapait, parce qu'au début, il y avait cet accès à la matrice, tu
vois, la réalité virtuelle. Bon, inutile de te dire qu'au fil des éditions, ça a été complété. Et puis, parmi les éditions un peu plus récentes, il y a eu les drones qui sont arrivés. Et je suis pas sûr qu'il y ait dans Shadowrun, il faudra que je vérifie, mais les robots, les voitures autonomes qui déploient les drones, si c'est pas le cas, évidemment que ça va arriver aussi dans Shadowrun dans la prochaine édition. On continue avec les déboires de l'administration Trump, Guillaume. Ou plus ou moins, enfin en tout cas, si à Miami, on peut s'interroger sur le futur de la police, partout aux États-Unis, on peut aussi s'interroger sur les moyens employés par ICE, la police de l'immigration, qui est très à la mode en ce moment et qui utilise une multitude d'outils technologiques dont certains sont un peu controversés. On peut faire un petit florilège pour vous donner une idée en fait, de ce que peut utiliser, de ce qu'utilise la police de l'immigration aux États-Unis. Alors, on commence d'où avec l'inénarrable reconnaissance faciale Clearview, donc, qui peut, juste avec une photo, vous identifier si vous avez un jour posté une photo de vous sur Internet. Contrat de 3,75 millions de dollars cette année. Et donc, ça fait 3 ans qu'ils sont en contrat avec. Ils avaient dépensé 800 000 $ en 2023 et plus d'1 million en 2024. Après, il y a aussi un autre classique, le logiciel espion Paragon, un contrat réactivé de 2 millions de dollars qui avait été annulé sous Biden. Et je rappelle que Paragon, il est à l'origine de scandales en Italie où le logiciel a espionné des journalistes et des militants. C'était quand même bon. Là, c'est utilisé par les polices. Et on continue avec 3 millions pour Magnet Forensics. Forensics, c'est ceux qui font le Grey Key, c'est pour déverrouiller les téléphones, donc pour forcer le déverrouillage des téléphones. Il y a 5 millions pour Penlink, donc qui font Tangles et Weblock, donc qui font des données de localisation massive. 4,6 millions à LexisNexis pour des bases de données publiques, pour récolter ratisser large, on va dire, dans toutes les grosses bases de données publiques. Contrat de 18 millions à Palantir pour faire une base ICM avec un projet qui va s'appeler Immigration OS. Ça s'invente pas. Projet de 30 millions de dollars. Et Palantir, comme toujours, fait les choses en grand, puisqu'il va centraliser des données très précises, statut migratoire, caractéristiques physiques, localisation, pour des rapports automatisés et en temps réel. C'est une surveillance massive, en temps réel et sans mandat. Enfin, ICE ne se prive pas d'utiliser des trucs, donc il y a Grey Key, ça je l'ai dit. Oui, ils vont utiliser aussi des simulateurs de sites cellulaires. Ça, c'est éthiquement, on va dire que c'est aussi particulier. J'ai pas compris. Des simulateurs de sites cellulaires. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simple. Ils vont utiliser une technologie c'est Stingrays. En fait, c'est des fausses antennes relais de téléphones cellulaires. Okay. Donc, ils vont interroger. C'est exactement ça. Ils vont avoir leur propre antenne relais téléphone qui va aspirer et relayer tout le trafic cellulaire local aux vraies antennes relais, mais ça va passer par eux et ils vont pouvoir enregistrer et siphonner toutes les données. Des mouchards temps réel généralisés. Des mouchards temps réel cellulaires. Donc ils peuvent mettre ça à n'importe quel endroit et ils vont aspirer tout le trafic. Alors, éthiquement, ça se discute, ouais. Ils vont forcément, c'est assez pratique, parce que tu peux... si tu n'es pas très loin, tu peux observer le comportement de n'importe quel téléphone dans les environs, donc contrevenant, bien entendu, mais bien entendu, tu aspires tout, et donc tout le trafic, et celui des innocents aussi. Il est sur un artiste très très large avec un Stingray, tu vois. Donc, voilà, c'est un petit peu discutable, on va dire. On est large. Voilà, on est large. Et en plus de tout ça, le FF attaque l'administration pour surveillance de masse, parce l'administration de Trump surveillerait les réseaux sociaux de résidents légaux aux États-Unis, étrangers, mais enfin de résidents légaux quand même, et qui réprimerait toute expression contraire à la voix du parti, tout simplement, que ça concerne Israël, Kirk ou tout ce que fait Trump en général, quoi. Ouais, c'est hyper rassurant, dis donc, ça prend une tournure complètement rassurante. Quelle bonne ambiance, effectivement, aux États-Unis, ça fait rêver. On continue avec une méthode d'hébergement de malware plutôt originale, on ne l'avait pas vu venir, mais en même temps, quand on y réfléchit, c'est pas si déconnant. C'est où, Guillaume ? Oui, il faut reconnaître ça aux cybercriminels, ils savent se réinventer, c'est les Nord-Coréens qui sont devenus parmi les meilleurs du monde, d'ailleurs, au cybercrime. Alors, ils sont très créatifs. Ils sont tellement qu'ils viennent à utiliser des blockchains pour stocker des malwares. C'est une nouvelle forme d'attaque. Alors, ça part assez cool, ça part assez classique, quoi. C'est une fausse offre d'emploi. Donc, tu as des Nord-Coréens qui
qui envoie sur LinkedIn, par exemple, des offres d'emploi pour un super poste très bien payé, qui va viser surtout les spécialistes, des programmeurs, des spécialistes crypto, blockchain. Un job très attrayant, mais pour l'avoir, il faut passer un test de codage. Donc, ça te fait télécharger un pack avec du code source. Voilà, tu dois faire un certain nombre de trucs, tout ça. Et dans ce code source, dans ce dépôt GitHub, il y a un début de malware. En fait, il y a un petit bout de code qui va initier le téléchargement d'un autre bout de code plus gros, en fait, d'un malware qui s'appelle Jade Snow, qui est en JavaScript, et qui va, lui, scanner les mots de passe, les portefeuilles crypto et tout ça, qui va établir aussi petit à petit une backdoor persistante sur la machine. Le truc en plus, c'est que le malware, en fait, n'est pas présent directement dans Jade Snow. En fait, quand les données sont téléchargées, par le code initial, il n'y a pas de malware dedans et ça se verra pas. Parce que le malware, il est stocké dans un smart contract sur les blockchains Ethereum ou Binance, BNB. Parce que la blockchain, elle reste en ligne, quoi qu'il arrive. On peut pas la bloquer, on peut pas la modifier, on peut pas la faire tomber, quoi. Tout à fait. Donc, du coup, les blockchains peuvent devenir des relais de malware super robustes. Et c'est vrai que c'est un souci nouveau, on va dire, et pas forcément anticipé. C'est vrai que c'est hyper créatif d'un autre côté. Il redouble d'innovation, je trouve. Chapeau, hein. Bravo à eux. Un petit mot sur Discord, Guillaume, pas spécifiquement le serveur Discord de Tech Café, qui est très très bien en soi, mais plutôt le service Discord au sens large. Oui, 2 autres news cybersécurité avec Discord qui s'est fait voler 70 000 photos d'identité et données personnelles. C'est des preuves pour identifier son âge, dont la fuite est calamiteuse, parce que c'est vraiment très très personnel et qui illustre encore une fois à quel point il est délicat de demander des authentifications d'âge à tort et à travers un peu partout sur Internet. Discord avait blâmé 5CA, qui est un prestataire de support client, qui était censé avoir subi une brèche. Mais 5CA insiste sur le fait qu'ils n'ont pas été hackés. C'est une erreur humaine. Bon, je sais pas ce qui est le pire en fait, d'être hacké ou d'avoir une énorme boulette comme ça. Alors, après, il y a une autre news, donc l'autre news cybersécurité qui est peut-être encore plus grave en réalité, c'est celle qui concerne F5. Et là, c'est bien un hack, c'est bien un piratage. Vous avez peut-être jamais entendu parler de F5. Si, c'est la touche pour recharger les navigateurs, moi je sais ça. Exactement. Mais c'est aussi une boîte qui a été fondée en 96 à Seattle et qui fournit des services réseau très 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 populaires à un peu tout le monde, y compris de très très grosses boîtes. D'ailleurs, elle est propriétaire de Nginx, par exemple, le serveur web qu'elle a racheté en 2019. Et un de ses produits phares, c'est BigIP. Et entre autres, c'est un répartiteur de charges sophistiqué qui est utilisé un petit peu par tout le monde, beaucoup de gens qui ont des sites web comme ça. Et donc, si F5 est compromis, vous imaginez bien que c'est une attaque de chaîne d'approvisionnement, en fait, puisqu'ils ils fournissent des logiciels, du matériel à plein de monde. Et donc, potentiellement, c'est des milliers de boîtes, parfois très grosses, et très en vue, qui ont désormais une backdoor quelque part. Parce qu'F5, évidemment, ils ont lancé une vague de mise à jour massive, mais le problème, c'est qu'elle reconnaît elle-même que une attaque sophistiquée, probablement perpétrée par un État hostile, avait établi une présence de long terme sur ces réseaux. Donc, ça veut dire des Chinois ou des Nord-Coréens, probablement, ou des Russes, je ne sais pas, se sont installés sur leur réseau pendant des semaines, peut-être des mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où ils sont? On ne sait pas. Donc, il est possible qu'on soit à la veille d'une vague de hacks assez spectaculaires maintenant qui sont découverts. Ce n'est donc peut-être que le début. Très bien. D'autres destructions, Guillaume, de l'intelligence artificielle? On va conclure cette section avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux commencer par laquelle? Toujours la mauvaise. Moi, c'est toujours comme ça que je marche. Toujours la mauvaise. J'avais prévu. La mauvaise, c'est que les IA sont bien meilleurs à rédiger des mails de phishing que les humains. Et significativement, puisqu'elles passent 54% de clics pour les IA contre 12% pour les sacs à viande. C'est mesuré par le Microsoft Digital Defense Report. Et les raisons sont simples. Les IA sont polyglottes et puis elles font pas de fautes d'orthographe. Les IA, elles parlent mieux toutes les langues, tout simplement. C'est fou. Elles sont polies, sympas, elles font des belles phrases et elles s'adaptent au public, potentiellement de manière très précise, très ciblée. Et donc, ça marche très bien. De toute façon, le souci, il est très souvent entre la chaise et le clavier. Vous le savez, une des attaques les plus à la mode en ce moment, c'est le click-fix. Le saviez-vous? Qu'est-ce que c'est que le click-fix? C'est du social engineering, purement et simplement, puisque un faux service technique t'appelle, en tout cas entre en contact avec toi pour une raison ou pour une autre, et te pousse à infecter ton propre PC toi-même. C'est un comble, et ça constitue 47% des attaques enregistrées par les experts de Microsoft Defenders, et alors que le phishing constitue 35% des attaques. Bon, maintenant la bonne nouvelle, c'est que 15 milliards de dollars en Bitcoin
et autres ont été récupérés par les États-Unis et le Royaume-Uni suite à une inculpation, celle de Chen Qi, qui est baron du scam international. Alors ces 15 milliards, ils ont été pompés sur des millions de victimes, elles-mêmes arnaquées par des milliers d'autres victimes, des victimes de Qi, cette fois enfermées et obligées d'utiliser des dizaines de portables simultanément pour jouer les amoureux, les amoureuses comme ça auprès de dizaines de gens à l'autre bout du monde. On en avait parlé. Alors, lui et sa bande avaient construit l'immeuble Golden Fortune, qui était une prison / ferme à scam au Cambodge. Alors, en fait, Qi est à la tête d'un conglomérat mondial qui est basé au Cambodge, dans une zone, disons, très très grise du pays. On avait parlé des problèmes aussi, des tensions politiques qu'il y avait là-bas. Qi avait aussi des commerces légaux, d'ailleurs, qui servaient de couverture. Mais c'était un des barons du cybercrime international. Et apparemment, son réseau à lui est plus ou moins démantelé. Son argent a été saisi. D'ailleurs, comment il a été saisi, je ne le sais pas vraiment en détail. Je ne sais pas si c'est un hack, si c'est un vol. Je ne sais pas trop. En tout cas, ça a été une très grosse opération conjointe, américaine et anglaise. T'imagines le jackpot quand même, 15 milliards de saisies comme ça, incroyable. On va terminer cet épisode avec une initiative qui mérite quand même d'être soulignée. C'est ambitieux et ça vient de chez Mozilla. Firefox va faire un VPN, oui, comme Opera, je sais. Alors, pour le moment, c'est pas officiel, c'est un test. Pour l'instant, c'est une version gratuite. Ce sera une version gratuite, parce qu'effectivement, Mozilla offre déjà des services de VPN payants qui supportent jusqu'à 5 appareils. Mais cette version gratuite sera installée directement dans Firefox, à côté de la barre de recherche. Et ça va chiffrer les communications. Donc, l'emplacement du serveur par défaut, pour l'instant, est optimisé pour la performance. Donc, pour l'instant, tu peux pas vraiment le choisir. Ce qui veut dire que c'est dommage, parce que si tu es aux États-Unis, tu resteras aux États-Unis. Donc, pas de Netflix international. Donc, les données techniques seront conservées aussi pour l'instant. Bon, c'est un test. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner. Mozilla prévoit un déploiement progressif sur PC et sur mobile aussi, tout en confirmant que les statistiques seront conservées, mais seront toutes anonymisées, tout ça. Bon. Ils essayent de se réinventer, c'est pas facile pour Mozilla. Ça doit être très difficile. C'est vraiment pas facile, c'est pas d'ailleurs Atlas qui va leur faciliter la vie. Effectivement. Donc est-ce que ça peut relancer, encourager à aller sur la version payante de Mozilla? Je ne sais pas. Je testerai ça, bien entendu, contraint et forcé, puisqu'ils continuent d'utiliser Mozilla jusqu'à la mort de Mozilla. C'est beau. Je ne sais pas. C'est beau, il en faut des soldats. Oh, non, jusqu'à la fin de Mozilla. Évidemment que tu survivras à Firefox, surtout si tu es le Drucker de la tech. Guillaume, oui. Merci infiniment pour la préparation de cet épisode supplément. J'espère que vous avez vraiment connaissance de l'ensemble des sujets qui vous sont utiles et qui vous passionnent grâce aux épisodes hebdomadaires et à cet épisode supplément. Si c'est le cas et que vous ne soutenez pas encore Tech Café, une seule adresse, patreon.com/techcafé, mais inutile de vous le rappeler puisque ce soir, en chaussant vos chaussons, vous y penserez par vous-même. Et puis, bien entendu, je vous invite à discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord, où on discute de tech, mais aussi de plein d'autres sujets. Il y a même une rubrique humour, où il y a des petites blagounettes qui sont postées quotidiennement. Guillaume, où te retrouve-t-on ? On va me retrouver sur Wikipédia, donner quelques €. Très bien. N'oubliez pas, Wikipédia est en train de faire un appel aux dons, comme tous les ans. J'ai l'impression que donnez si vous pouvez, donnez ce que vous pouvez. Même 2 €, c'est bien. Franchement, ils seront contents. Franchement, 2 € même si vous avez que 2 € à donner, c'est déjà super. Ouais, si tout le monde le fait, ça pourrait carrément les aider. Et puis surtout, ils sont challengés de par leur structure, comme on l'a dit. Et puis, vous savez qu'ils sont aussi idéologiquement très largement attaqués, comme beaucoup d'autres cibles, mais par une sphère, notamment MAGA aux États-Unis. Donc voilà, un peu de soutien ne fera pas de mal. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et sur YouTube, Twitch, notamment tous les vendredis matins de 10h à midi. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.